Musique, Frédéric Huttman. Bonjour Frédéric Huttman au micro, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Fanny Vicens. Bonjour. Bonjour Frédéric. Je vous reçois à l'occasion de l'apparition d'un disque magnifique, pour moi inattendu, et peut-être que je ne suis pas le seul. Les variations Goldberg de Bach, jusque-là, c'est un univers connu que vous interprétez à l'accordéon. Donc comment ça s'est passé vous l'avez joué tel que la partition est écrite, cette œuvre Oui, parce que c'est une œuvre spécifiée pour clavecin à deux claviers. Et Bach spécifie bien dans cette partition pour quel instrument il compose, ce qui n'est pas toujours le cas chez lui. Et l'accordéon a deux claviers, comme le clavecin, il a un ambitus qui quasi est identique au quasi clavecin. identique. Il a même un peu plus, je crois, de notes. Mais donc la partition, on n'a pas besoin de l'adapter. En revanche, il faut vraiment la repenser pour un instrument qui tient les sons, un instrument à vent, et qui peut aussi moduler les sons, ce qui fait que ça amène de toute façon à réenvisager la manière de l'interpréter. Alors, vous parlez d'instruments avant en parlant de l'accordéon. Avant cet entretien, on a parlé un peu hors micro, justement, à propos de l'accordéon, qui est quand même un instrument à clavier avant, et vous dites en même temps proche des instruments tels que le violon, parce que quand vous interprétez, c'est comme si vous tiriez un archet, poussez un archet. Enfin, c'est étonnant, parce que c'est à la fois un instrument qui nous est très familier et qui nous est très mystérieux, l'accordéon. Exactement, c'est un instrument de la famille des claviers, au même titre que l'orgue, le clavecin, le piano, l'harmonium. Et comme l'orgue et l'harmonium, c'est un instrument à vent, mais le fait de cette proximité près du corps et que ce soit le bras gauche qui soit à l'origine de l'émission du son, c'est un geste qui est assez proche du geste de l'archer, parce qu'on a un contact direct avec le son par le bras gauche. Et donc, pour moi, le soufflet, c'est plus un archet d'air, effectivement, que le rapport à l'air que l'on peut avoir avec l'orgue, par exemple. Vous êtes également pianiste, Fanny Vicens. Comment ça s'est partagé votre passion d'accordéon, elle est née alors que vous étiez déjà pianiste, ou alors c'est antérieur Je crois que c'est antérieur, parce que la passion de l'accordéon, elle est née quand j'avais 4 ans. Mais j'ai commencé le piano à 5 ans, donc c'est né à peu près au même moment. Le piano, c'est mon premier instrument. Et l'accordéon est arrivé quand j'avais 7 ans. Enfin, j'ai pu commencer l'instrument à 7 ans. Et vous dites que cette passion, elle est née à 4 ans. Vous aviez assisté à un concert ou à un truc à la télé, ou comment ça s'est passé ? Oui, je voyais l'accordéon à la télé avec mon arrière-grand-mère parfois le dimanche, et je pense qu'elle me parlait beaucoup de cet instrument, de sa jeunesse, des bals, et ça, c'est quelque chose qui... Enfin, je suis tombée vraiment amoureuse du son de cet instrument. Il y avait un côté petit orchestre magique, et puis le fait que c'est une boîte qu'on tient dans ses mains, mais qui est tellement expressif, on peut tellement jouer de choses avec. Et j'avais vu aussi un petit garçon, je me souviens bien, toute petite, jouer de l'accordéon, et je me suis dit, ça, c'est mon instrument. Enfin, j'avais vraiment hâte d'avoir un accordéon à la maison, et je me souviens très précisément du jour où mon premier accordéon est arrivé. C'est gravé dans ma mémoire. Et alors, justement, il y a la difficulté de jouer un instrument à clavier, et en même temps, ce souffle, donc c'est une double difficulté. C'est un peu comme un organiste, en fait. Il y a un double travail, à la fois sur le clavier et sur le souffle. Complètement, parce qu'à la fois, on va produire le son avec le soufflet, avec le bras gauche, et puis il faut de manière vraiment constante porter la phrase musicale. Là où, derrière mon piano, une fois que j'ai joué une note, elle ne va faire que résonner. Et je trouve qu'en tant que pianiste, le son, il faut vraiment le penser avant de jouer la note. Et en tant qu'accordoniste, c'est avant, mais c'est aussi pendant, parce qu'on conduit le soufflet. Puis il y a la même indépendance des mains que tous les claviers, quoi, que le piano, que le clavecin. En même temps, vous avez une proximité avec l'instrument. Enfin, c'est tombé dans le cliché, mais enfin, c'est quand même quelque chose qu'on n'a pas avec le piano ou l'orgue ou le clavecin. Ça, on est vraiment collé. Voilà, on est en corps à corps, c'est un corps à corps. L'accordéon, il est vraiment chevillé au corps quand on joue, et de toute façon, on essaye de faire que l'instrument est une extension de soi. Je pense que c'est valable pour tous les instruments, mais là, on a vraiment la proximité physique, on sent les vibrations en fait contre son corps.
Et c'est vrai que c'est ce qui fait pour moi la majeure différence avec l'orgue, parce qu'on compare souvent l'accordéon à l'orgue. Ils sont de toute façon apparentés, et le timbre de l'accordéon a quelque chose évidemment d'un petit orgue. Mais finalement, l'orgue, c'est peut-être l'instrument où on va avoir le plus de distance entre la source sonore et soi. Et l'accordéon, peut-être un de ceux où on a le plus de proximité. Alors, cette œuvre, Les Variations Goldberg, c'est une œuvre qui vous hante depuis toujours, j'imagine, Fanny Vicens. Enfin, depuis toujours, peut-être pas quand vous aviez 4 ans. Non, ça non, mais je me souviens l'avoir entendu en classe de piano. Notre professeur à Perpignan nous avait réunis, les grands de la classe. J'avais 14 ans, peut-être 13-14 ans, et on avait visionné le film de Glenn Gould. Je me souviens bien de cette soirée, et donc je pense j'associe un peu. Je crois que je connaissais peut-être certaines variations déjà, mais là je les ai vraiment découvertes aussi en tant qu'œuvre globale, en fait, qui dure plus d'une heure. Surtout que vous, par exemple, l'aria, vous jouez les reprises. On sent déjà, quand vous instaurez l'aria précédant ces 30 variations, que vous instaurez un climat... quand même, on sent une tension, et déjà, voilà, vous jouez les reprises, l'aria dure 5 minutes. On sent déjà que vous essayez de planter un décor profond. C'est vrai, et j'avais vraiment le vœu de jouer toutes les reprises, donc ça fait que l'œuvre est évidemment à une durée de plus d'une heure et demie. Et on en a besoin, nous, en tant qu'auditeurs, que vous jouiez les reprises. Je crois que les variations Goldberg, bien sûr, il y a des variations qui sont extrêmement virtuoses, on les a toutes dans l'oreille, mais je pense que c'est aussi une profonde méditation sur le rapport au temps, sur cet éternel renouvellement, en fait, ce retour de l'aria à la fin, et c'est une œuvre qui demande effectivement une grande introspection aussi. Notamment, il y a la 25e variation. Alors, c'est un des sommets émotionnels de cette œuvre. Oui, j'adore cette variation. C'est vrai, c'est un sommet émotionnel, et je trouve qu'à l'accordéon, enfin ça c'est vraiment mon point de vue, ça engage que moi, mais pour moi, on entend presque Jean-Sébastien Bach regarder vers la direction de Carl Philipp Emanuel, en fait. Le fait que... je trouve qu'à l'accordéon, il y a quelque chose de l'Empfindsamkeit qui ressort, peut-être parce que l'accordéon a, dans sa propension à moduler le son, quelque chose d'hyper expressif qui nous fait un peu basculer vers le style plutôt de Carl Philipp. Mais c'est vrai que je la ressens complètement différent au piano ou au clavecin, cette variation-là en particulier. Vous parliez de Glenn Gould, vous avez travaillé avec des clavecinistes, vous en avez discuté avec d'autres musiciens, ou alors vous êtes construit votre univers vous-même, Fanny Vicens, autour de ces variations Goldberg? Alors ces variations Goldberg, je m'y suis attelée à la toute fin de mes études, il y a 10 ans. Et c'est justement en Allemagne, vos études en Allemagne? Oui, voilà, j'étais partie en Allemagne à l'âge de 18 ans, j'y ai passé 8 ans. Mais déjà, tout enfant au conservatoire de Perpignan, j'ai eu une professeure, Yannick Ponzin, qui m'a vraiment appris l'accordéon au travers des œuvres de François Couperin, de Jean-Sébastien Bach, entre autres, de Jean-Philippe Rameau. Elle était passionnée par ce répertoire, mais bien sûr avec des œuvres beaucoup plus simples. Et donc, Bach, c'est un compositeur qui a été à mes côtés tout au long de mes études avec mes différents professeurs, et c'est ce qui m'a amené aussi à aller en Allemagne, travailler auprès d'un grand pionnier accordéoniste, Huguenot, qui a, je crois, sur le répertoire baroque, a amené l'interprétation à l'accordéon à des sommets vraiment exceptionnels. Et donc, durant mes études, j'ai évidemment eu l'occasion de travailler avec des organistes, des clavecinistes, vraiment des claviéristes au sens large, mais pas sur les Goldberg, puisque c'était vraiment le vœu, à l'issue de mes études, de m'atteler à cette œuvre seule. Parce que je vois dans cette œuvre un peu la synthèse de tout ce que j'avais pu aborder, les partitas, le clavier bien tempéré, on peut vous les voir préludes aussi en et concerto, fugues, oui. Des concertos pour clavecin. Oui, j'ai aussi joué quelques concertos pour clavecin ou pour clavier, que ce soit au piano ou à l'accordéon. Et dans les variations Goldberg, j'avais envie un peu de me mesurer à moi-même et de voir ce que j'allais faire dans cette œuvre, bien sûr en puisant dans ce travail sur les danses baroques que l'on trouve dans les partitas, parce que beaucoup de variations sont des danses stylisées, sans le dire, sans dire leur nom. Et puis la polyphonie, ces canons qui jalonnent l'œuvre, toutes les 3 variations. Évidemment, le travail
polyphoniques que j'avais pu aborder dans les préludes et fugues notamment, tout ça m'a aidé, mais j'avais vraiment envie d'en faire une interprétation personnelle. C'est pourquoi je m'y suis attelée à la fin de mes études et je les ai jamais joués à un professeur. Vraiment. Ah oui. Et vous parlez de polyphonie, justement. Alors, il y a une grande clarté dans votre interprétation. On entend vraiment toutes les voix. Enfin, il y a une construction assez fabuleuse. C'est un travail de Romain, quand même. Oui, c'est un grand travail du fait des dimensions de l'œuvre. Mais il y a une difficulté technique déjà quand même pour cette œuvre. Voilà, aussi il y a des variations qui sont vraiment un peu pyrotechniques. Alors justement, quand un pianiste les joue, il y a des croisements de mains tout le temps dans ces variations. Comment ça se passe, vous? Alors vous avez 2 claviers. Alors ça, c'est le grand avantage de l'accordéon, c'est que les mains ne se croisent pas. Chaque main a son clavier. Donc ça, il y a déjà un confort, on va dire, à ce niveau-là. Mais en revanche, quand la main gauche se retrouve dans l'aigu, elle est tout en bas du clavier gauche, la main droite tout en haut du clavier droit. Enfin, on voit, il y a quelque chose d'assez chorégraphique. On voit les mains se balader sur les claviers. Et c'est vrai que lorsque les mains sont dans des tessitures un peu extrêmes, ça, c'est quand même très périlleux, notamment, du fait que, comme le soufflet est porté par la main gauche, par le bras gauche, le clavier gauche se déplace sans cesse. Donc imaginez un piano où le clavier bouge sous vos doigts. L'accordéon, c'est ça, notre clavier gauche suit les mouvements du soufflet, il se retrouve parfois très éloigné de nous. Et il faut garder bien sûr la maîtrise des lignes. Mais en tout cas, c'est magnifique. Il y a quand même quelque chose avec Bach, c'est que c'est un compositeur qui peut être transcrit pour tous les instruments et à chaque fois, il y a une justesse. C'est pas évident pour des tas d'autres compositeurs. Il y a quand même des compositeurs qui doivent échapper pour vous, Fanny Vicens, à la transcription. Enfin, je sais pas, je pense peut-être à Chopin ou des compositeurs très pianistiques. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de transcrire, mais autant Bach, justement... Ouais, c'est vrai que Bach a quelque chose d'absolu dans sa musique qui fait qu'on arrive à la défendre sur d'autres instruments. En règle générale, la musique baroque s'adapte bien à l'accordéon. Mais oui, je vous ai vu interpréter des œuvres de Rameau, c'est fabuleux aussi. Oui, Rameau, c'est aussi un de mes compositeurs fétiches. En fait, je vais jusqu'à Haydn en général dans les transcriptions. Haydn, c'est un de vos chouchous aussi. Alors ça, c'est mon grand amour que je joue. Ça fait plaisir à entendre, c'est un compositeur que j'aime tellement. Moi aussi. Et qui est tellement mésestimé quand même. Complètement, et c'est vrai que je joue une douzaine de ses sonates entre le piano et l'accordéon. Je voue vraiment une grande admiration à ce compositeur. Mais vous jouez pas les mêmes au piano et à l'accordéon? Jamais. Alors, ça m'est arrivé parce que quand on est en études, avec le jeu des pièces imposées, parfois à certains concours, il a pu arriver que j'ai une pièce à jouer que j'avais jouée déjà à l'accordéon, que je dois la rejouer au piano. Mais non, je choisis les sonates en fonction de l'instrument. Voilà, mais certains claviéristes ont cette démarche en passant du pianoforte au clavecin, voire au clavicorde, au piano moderne. Et finalement, moi, je joue sur 2 instruments modernes, hein, le piano moderne et l'accordéon moderne, mais je choisis aussi les sonates en fonction. De vos choix en fonction de la sonorité. Alors pour en revenir à Bach, c'est quand même extraordinaire. Alors vous parliez des partitas tout à l'heure, et puis effectivement vous jouez également en concerto certaines œuvres de Bach. Et outre ces variations Goldberg et les partitas, il y a tout un corpus énorme que vous jouez aussi chez Bach. Les suites françaises, ça c'est un cycle que j'aime beaucoup. Ça vous le jouez pas au piano, vous le jouez à l'accordéon? Non, j'en ai jamais joué au piano des suites françaises. Tout l'univers des danses baroques, j'aime bien les défendre à l'accordéon parce que je trouve qu'on arrive à faire ressortir des couleurs et puis particulières sur l'accordéon. Les partitas, j'en ai joué une au piano, d'autres à l'accordéon. Les préludes et fugues, ça c'est un des corpus que j'ai beaucoup abordé, mais aux 2 instruments. Et puis avant ça, les inversions à 2 et 3 voix, pareil, je les ai jouées au piano et à l'accordéon. C'est une nécessité pour vous de jouer ces 2 instruments, c'est complément. Le bonheur que vous avez à jouer ces instruments est complémentaire. Enfin, vous ne pouvez pas imaginer l'un sans l'autre. Complètement. Et c'est vrai que même si aujourd'hui... vous êtes excusez-moi, connu comme accordéoniste. Oui, complètement. C'était vraiment un choix délibéré de me développer dans cet instrument-là, de faire connaître cet instrument-là. Donc évidemment, le piano est un peu entre parenthèses à certaines périodes. Je continue bien sûr à en jouer, mais beaucoup moins que l'accordéon. Mais je n'arrive pas à concevoir mon rapport à l'un sans l'autre. C'est vrai que cette recherche de la résonance au piano,
en fait, elle m'a vraiment guidée dans mon rapport au son de l'accordéon. Et c'est quelque chose de fondamental. C'est comme deux langues maternelles, en fait. Quand on grandit avec deux langues, voilà, c'est un peu ça, en fait. Alors l'accordéon, on a peine imaginé, mais finalement c'est un instrument qui a 150 ans d'âge. C'est un instrument assez récent, enfin contemporain du saxophone, Oui. À moins que je ne m'égare. Je crois Ces deux grandes créations. Oui, très précisément, le premier. Alors, souvent, on nomme le brevet de l'accordion, mais il y avait un instrument qui était très proche de cet accordion, qui avait été breveté en 1822, donc il a 200 ans d'âge. Mais en revanche, l'accordéon tel que je le joue, l'instrument moderne, a plutôt 80 ans et voilà. Entre 70 et 80 ans, quoi, voilà. L'accordéon a eu plus de 150 ans d'évolution dans sa facture aussi. Vous jouez donc une œuvre de Bach, les Variations Goldberg, qui est une œuvre qui doit dater entre 1740 et 1750. Oui, c'est ça, 1741, je crois. Ouais. Et donc avec un instrument qui a été créé plus de 100 ans plus tard. Même 200 ans si on oui, considère 200, la forme moderne de l'instrument, ouais, c'est ça. Et c'est aussi assez étonnant, enfin, cette idée de... Oui, mais ça n'engage que moi, mais je crois que si l'accordéon avait existé du temps de Bach, il aurait été utilisé par les compositeurs parce que finalement, c'est rien d'autre de plus qu'un instrument à clavier expressif, un cousin de l'harmonium, de l'orgue, et je pense qu'il aurait eu sa place aussi. Vous parlez de l'univers baroque, Rameau, Couperin, bien sûr Bach, que vous adorez jouer à l'accordéon. Il y a des compositeurs que vous adorez, vous avez essayé de les jouer à l'accordéon et ça passe pas, vous n'y arrivez pas, ça sonne pas comme vous rêveriez. Finalement pas, parce que étant pianiste, j'adore bien sûr Chopin, Schumann, Debussy et Albéniz aussi, ça fait partie début 20e. La période début 20e est une période que j'adore. Beria à l'accordéon, c'est possible? J'ai même pas essayé, à vrai dire. Ça doit être monstrueusement difficile. Non, pour moi, c'est inenvisageable. En fait, étant pianiste, je ressens pas le besoin de transcrire ces œuvres-là à l'accordéon. Mais parce que voilà, le répertoire vraiment pour le piano, quand le piano est devenu vraiment ce qu'est le piano, c'est-à-dire cet instrument résonnant, enfin à partir du 19e, je dirais. Mais il y a des œuvres aussi pour harmonium que l'on peut transcrire, et puis des œuvres... je pense qu'il y a un certain nombre d'œuvres pour le piano qui peuvent fonctionner à l'accordéon. Alors, et puis il y a tout un répertoire contemporain. Il y a bien sûr ces Sequenza de Berio. Ça aussi, on peut vous voir l'interpréter. Ouais, c'est un chef-d'œuvre fascinant. C'est vraiment une œuvre fétiche pour moi. La Sequenza de Berio, c'est une très belle œuvre et c'est une œuvre fondamentale de la fin du XXe siècle pour notre instrument. Oui, et puis c'est vraiment tout un itinéraire qui se termine dans la douceur. Oui, c'est une pièce qui est dans une atmosphère pianissimo dans les trois quarts de la pièce, ce qui est assez rare pour une pièce de grande virtuosité. Elle est absolument somptueuse. On a de la chance que ce grand compositeur nous ait livré cette œuvre, parmi d'autres, parce qu'on a énormément de répertoires récents, hein, bien sûr. Oui, c'est gigantesque votre répertoire. D'ailleurs, là aussi, c'est quand même un instrument que tout le monde connaît, avec un univers que personne ne connaît. Enfin, je veux dire, personne. C'est vrai. Dans l'idée préconçue qu'on a de l'accordéon, c'est un univers gigantesque. Parce que c'est une famille d'instruments avant tout, et donc c'est vrai que tout le monde connaît l'accordéon, mais l'accordéon classique tel qu'il se développe depuis une quarantaine d'années, son répertoire étant très récent et assez tourné vers les musiques de création, on le connaît un peu moins dans le grand public, mais il se fait de plus en plus sa place. C'est quand même fascinant, ouais. C'est démentiel, enfin, c'est un univers gigantesque. Ah oui, parce que c'est un instrument qui a cette faculté aussi à imiter d'autres instruments. Donc quand on le met par exemple dans un univers électronique, il se transforme complètement. Puis quand on le met avec des instruments à cordes ou avec en musique contemporaine, il y a une palette tellement grande de contrastes avec cet instrument que les compositeurs l'adore, de toute façon. Mais alors justement, vous, en tant qu'accordéoniste, vous jouez aussi, on peut en parler de cet accordéon microtonal avec votre compagnon. On peut vous voir aussi jouer du Ligeti. Oui, cet accordéon microtonal, c'est une de vos créations, ça Oui, on a un duo qui s'appelle Xamp avec Jean-Étienne Sauty, et l'extension de l'accordéon, c'est un peu le projet sonore du duo, et c'est passé aussi par des nouvelles lutheries. On a réalisé des accordéons avec des quarts de ton, avec la complicité d'un luthier. C'est extraordinaire, la sonorité de cet instrument. C'est assez fascinant. C'est vrai que c'est un instrument qui a plus de notes, qui a 24 notes par octave, mais c'est surtout un instrument dont le timbre est renouvelé parce que ça nous fait rentrer dans un univers de
de battements, de scintillements. Ça nous fait rentrer dans un univers assez inouï de couleurs sonores et ça, tout en étant très fidèle à l'idée d'accordéon, parce que on a transformé des instruments classiques finalement. Donc les claviers sont inchangés. Voilà, c'est vraiment un instrument, on va dire, renouvelé, enrichi. Et vous suscitez beaucoup de répertoire alors avec cet instrument? Alors à ce jour, il y a eu plus de 80 œuvres écrites pour cet instrument en 8 ans. Mais vraiment du solo à l'opéra, il y a certains compositeurs qui l'ont utilisé dans des opéras et beaucoup de compositeurs écrivent pour l'accordéon classique et pour l'accordéon microtonal. De toute façon, en musique contemporaine, c'était un des instruments les plus dynamiques aussi, parce qu'on est toute une génération de jeunes accordéonistes à le défendre. Donc, et puis vous enseignez, vous, à la Haute École de musique de Genève. Elle existe depuis quand, cette classe? Ah oui, alors j'enseigne à Lausanne. À Lausanne, pardon. Plus précisément, parce qu'à Genève, il n'y a pas de classe. Oui, excusez-moi. Alors, je ne sais pas exactement la date de création de cette classe. Mais ça doit être assez récent quand même. Je pense que c'est assez récent, mais je crois que Lausanne, c'est une haute école qui a fusionné différentes antennes. Donc, il existait une classe à Sion qui, je crois, a été rattachée. Je crois que je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est comme ça qu'est née la classe. Mais je dirais qu'elle a au moins peut-être une quinzaine d'années, cette classe. Et j'y suis depuis septembre. Vous avez des élèves de haut niveau, parce que c'est un peu l'équivalent du CNSM. Oui, j'ai des élèves de licence et de master qui sont formidables, et j'ai beaucoup de plaisir à les accompagner dans leur chemin personnel. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher comme répertoire Alors, répertoire contemporain, ou justement, ils aiment jouer aussi le baroque? Oui, le baroque, c'est abordé par tous. Comme c'est une classe, comme je viens d'arriver, il y a à la fois deux nouveaux étudiants qui sont venus vraiment travailler avec moi, et il y en avait d'autres qui étaient déjà là avant que j'arrive, qui travaillent avec l'ancien professeur. Donc, ce qui fait que c'est une classe assez polyvalente. Il y a certains étudiants qui défendent aussi beaucoup le répertoire russe, qui est un peu un grand répertoire historique de l'accordéon au XXe. D'autres sont plus tournés vers le contemporain. Par exemple, alors, Denisov, il a composé. Oui, Edison Denisov. Dans un langage finalement plus résolument contemporain, mais ça, je pense à des compositeurs comme Zolotarev. Et puis, bien sûr, il y a Sofia Gubaidulina, qui est assez bien connue et qui est un peu à la jonction justement entre ce répertoire historique russe et ce répertoire d'avant-garde. Ça, c'est très intéressant. C'est une figure qui a amené l'accordéon vers l'avant-garde, tout en étant proche de son héritage folklorique en Russie. Donc voilà, il y a tous ces compositeurs qu'on aborde, de ces grandes figures russes jusqu'aux compositeurs d'avant-garde européens, et puis tout le répertoire pour clavier. Mais alors vous, Fanny Vicens, dont le nom est tellement lié justement à des musiques savantes, que ce soit baroques ou contemporaines, vous jouez encore de l'accordéon dans des conditions plus traditionnelles ou populaires, ou... Non, très peu, et j'ose dire, j'ai jamais vraiment eu ce rapport-là à l'accordéon. C'est un autre univers. C'est comme si on demandait à un pianiste classique de jouer... Si jouer du jazz, ou du piano c'est vraiment bar. un univers qui n'a rien à voir. Voilà, alors beaucoup d'accordéonistes font les deux, mais c'est vrai que... alors j'ai bien entendu jouer des musiques bulgares, un peu de musette. Enfin, j'ai toujours eu des professeurs qui m'ont ouvert à différents répertoires, mais finalement c'est vraiment minime dans mon parcours. En revanche, j'ai beaucoup joué de musique traditionnelle sur un instrument catalan et espagnol qui s'appelle la bandurria. Donc je suis vraiment, j'aime beaucoup ce répertoire traditionnel. Pour moi, c'est une grande richesse pour un musicien classique que de toucher au répertoire traditionnel. Mais c'est pas par l'accordéon que j'ai construit ce rapport à la musique traditionnelle. C'est plutôt par les instruments traditionnels de ma région, puisque je viens du sud de la France. J'ai grandi près de Perpignan, et on a la musique traditionnelle a une grande vivacité dans ce département. Alors on va revenir à ces variations Goldberg de Bach qui viennent de paraître pour le label Parati. Sur la pochette, on vous voit les yeux fermés, et puis quand on ouvre, on vous voit les yeux ouverts. C'est quoi? C'est symbolique, ou c'est juste pour la beauté de la photo? C'était... alors cette photo, les yeux fermés, elle a été prise par hasard, parce que le photographe
à déclencher l'appareil une seconde avant que j'ouvre les yeux, enfin quelques millisecondes. Donc c'est exactement les mêmes photos en fait, à l'intérieur, à l'extérieur, juste avec quelques millisecondes de différence. Mais dès que cette photo a été prise, je savais que ça serait la photo de l'album parce que pour moi, c'est l'idée de cette écoute intérieure j'avais envie de donner cette idée d'intimité et puis s'il y avait un message à dire, c'est que la musique, elle s'écoute avant tout, elle se regarde pas et donc voilà, c'était cette idée d'écouter la musique au plus profond de soi. Puis quand j'ouvre les yeux en ouvrant l'album, c'est peut-être l'éveil de ce qu'active en nous la musique. En plus, elles ont quand même été suscitées par des insomnies, ces variations Goldberg. Oui, il n'y a pas de lien. C'est vrai, non, il n'y a pas de lien direct. En revanche, dans la prise de son, alors bien, c'est une légende, hein, le fait que ce soit le comte Kaiserling qui les ait commandés pour ses insomnies, mais j'ai quand même cherché dans la prise de son à cette idée de proximité. Je les ai enregistrés dans une chambre, dans une maison très isolée à la campagne où on avait un grand calme. Et c'est vrai que je dormais dans la même pièce où j'enregistrais parce que c'est une pièce de vie, quoi, une chambre. Et j'ai cherché dans la prise de son à ne n'être ni dans une prise de son type église, ni dans une prise de son type studio ou salle de concert. J'avais envie d'être dans cette intimité et la prise de son reflète un peu ça. Il y a une très grande douceur d'ailleurs de son de ce disque. Et on est frappé dès qu'on le met. Il y a une grande intimité, une grande chaleur, une grande douceur. Oui, c'est une prise de son assez proche de l'instrument. On m'entend respirer, on entend vraiment... Enfin, j'avais envie que les auditeurs, chez eux, en mettant le disque dans leur chaîne, puissent m'entendre comme si j'étais dans la pièce. C'est ce qu'on a cherché avec cet ingénieur du son, Timothée Langlois, avec qui j'ai déjà fait plusieurs disques. Et sur chaque disque, on a trouvé c'est des prises de son très différentes. C'est un voyage pour l'auditeur, ces variations Goldberg. Comment on se sent quand on a fini de les jouer comme interprète c'est un beau voyage et on se sent... On se sent transformé en fait par l'œuvre. Je pense les auditeurs aussi. On ne sort pas tout à fait indemne de ça. C'est une œuvre que vous avez beaucoup, et vous parliez de Glenn Gould, c'est une œuvre que vous avez beaucoup écoutée. Vous avez des versions au piano, au clavecin que vous adorez, ou alors vous avez cherché à vous détacher de tout ça? Les ai beaucoup écoutées à une période, mais c'est vrai que quand ce projet de disque est venu, il y a quelques années, j'ai arrêté complètement d'en écouter pour justement essayer de trouver ma propre interprétation, d'avoir aucune influence. Mais oui, bien sûr, il y a des versions au piano, Murray Peraya et Gould. Au clavecin, j'aime beaucoup la version de Blandine Ranou. Voilà, il y en a beaucoup. Je ne peux pas toutes les citer. Mais, oui, il y a plein de magnifiques versions. Et à l'accordéon, vous êtes une pionnière ou il y avait déjà... Il en existe plusieurs versions, notamment d'accordéonistes allemands, danois... En France, je suis la deuxième à les avoir enregistrées. Voilà, il en existe quelques versions et je crois qu'elles sont très différentes les unes des autres. Donc c'est intéressant aussi s'il y a vraiment des passionnés des Goldberg, je les invite à les explorer au travers d'autres accordéonistes, ça peut être intéressant. Non, mais il est vrai que votre disque donne un éclairage sur cette œuvre pour laquelle on a une telle adoration. C'est un autre éclairage. Enfin, on entre dans cet univers d'une autre manière. Enfin, c'est ça, l'idée, c'est qu'on oublie ce que je tente de faire, c'est qu'on ne soit pas dans l'imitation ni d'une autre version, ni de notre instrument. Et pour moi, transcrire, c'est pas vraiment de la transcription d'ailleurs, parce qu'on ne transcrit aucune note, on joue le texte dans sa substance première, mais le fait d'apporter un nouveau timbre et d'enlever le timbre du clavecin, c'est un peu comme si on enlevait l'écorce d'une orange, mais qu'on avait le fruit, quoi. C'est-à-dire, moi j'essaye de faire entendre finalement la musique et rien d'autre. C'est parfaitement réussi. Alors, on parlait des yeux fermés, mais en même temps, vous jouez d'un instrument qui est très visuel quand même. Il y a quelque chose d'assez spectaculaire, visuel, oui, quand on voit un ou une accordéoniste. Peut-être la différence par rapport aux autres claviers, c'est qu'on est face au public avec son instrument. Alors que lorsqu'on est au piano ou au clavecin, on voit toujours de profil. Alors, ça doit... J'imagine que ça... Et puis, l'instrument se déforme pendant le jeu. Il s'ouvre, il s'étire. Et je pense qu'on entend aussi l'étirement des phrases, parce que comme c'est un instrument à vent, on peut vraiment porter une phrase du départ à la fin. Donc, évidemment, c'est quelque chose qui doit rentrer en compte dans l'écoute, en concert, du moins.
Alors, on parlait du caractère à la fois familier et puis avec un univers gigantesque et méconnu de votre instrument. Dans le caractère familier, vous devez parfois être confronté à certains clichés, Fanny Vicens, non? Quand vous vous présentez comme accordéoniste. Ou alors, de moins en moins, de moins en moins, de moins en moins, je dirais. Enfin, souvent, on me demande si je joue du tango, c'est vrai. Ça, c'est une des choses. Mais il y a des tas d'accordéonistes qui jouent merveilleusement bien le tango. Donc, ça fait aussi partie de l'instrument. Le tango est en plus fait pour le bandoneon au départ. Mais finalement, je crois que l'accordéon commence à s'illustrer dans différentes musiques. Le jazz aussi. Hein. Là, ça, c'est vrai que l'accordéon est très présent dans le jazz. Et puis, dans la musique contemporaine, ça, c'est évident. Je crois que dans ces transcriptions d'œuvres baroques et classiques, c'est peut-être un peu plus récent en France que dans d'autres pays. Ça, c'est vrai, parce qu'en Allemagne, il y a déjà eu beaucoup de travail de fait sur ces répertoires. En France, on est quelques-uns à commencer à le faire, mais c'est peut-être un peu plus récent, mais ça fait déjà quelques années que... Oui, ça fait un moment, mais c'est vrai que l'époque où, dans un film américain, quand on voulait symboliser Paris, il y avait la Tour Eiffel d'un côté et l'accordéon de l'autre. Ah ça c'est formidable, je pense que... Mais c'est paradoxal, parce que c'est vrai que l'accordéon est attaché à la France, et ça, de toute façon, cet héritage populaire... Oui, c'est formidable. C'est formidable, mais... Finalement, il y a beaucoup de pays qui revendiquent l'accordéon comme instrument national. La Serbie, les pays de l'Est, même en Colombie. En Colombie, il y a une forte tradition d'accordéon diatonique, bien sûr pas chromatique, mais il y a beaucoup de pays qui ont l'accordéon comme, on va dire, instrument des musiques populaires. Alors pour les auditeurs qui ne connaissent pas forcément, quand vous parlez d'accordéon chromatique et d'accordéon diatonique, il y en a un avec deux claviers et l'autre... Alors les deux ont deux claviers, mais le diatonique est plus petit, vraiment plus petit dans ses dimensions, plus léger, avec moins de boutons. Et surtout, ce n'est pas le même son et la même note quand on tire et quand on pousse, il est bisonore. C'est en fait la version, on va dire, historique, originale de l'accordéon. Les premiers accordéons étaient bisonores. Et la version chromatique, c'est la même note en tirant et en poussant, ce qui permet des possibilités polyphoniques plus grandes. Vous parliez du caractère très français, c'est vrai, très caractéristique et symbolique de l'accordéon. En même temps, vous, à 18 ans, vous le disiez, vous êtes allé étudier en Allemagne. Là, vous enseignez à Lausanne. Oui, parce qu'il y a une grande école en Europe d'accordéon, et dans certains pays, comme les pays du nord de l'Europe, le Danemark, la Finlande, il y a une très grande tradition en Allemagne. Et du coup en Suisse alémanique, mais aussi en Suisse romande. Donc, en tout cas, au niveau de l'enseignement supérieur, c'était plutôt vers ces pays-là que... Alors maintenant, il existe une classe d'accordéon au Conservatoire de Paris, mais ça fait juste 20 ans. C'est une classe assez récente. Et quand elle a ouvert, c'est vraiment l'année où se posait la question de où j'allais partir faire mes études. Et en fait, mon choix était déjà arrêté pour le choix du professeur, en fait, qu'il y avait en Allemagne. Donc, je suis partie en Allemagne dès que j'ai pu. Pour en revenir à l'Allemagne, ce disque des variations Goldberg que vous interprétez, Fanny Vicens, à l'accordéon pour la Belle Parati, est absolument merveilleux. C'est vraiment un magnifique voyage, et il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été mon invité. Je vous remercie aussi. Merci infiniment. Pour illustrer cet entretien avec l'accordéoniste Fanny Vicens, je vous propose de l'écouter interpréter l'aria et quelques variations extraites des variations Goldberg de Jean-Sébastien Bach. Merci pour votre écoute. Bonne fin de soirée sur RCJ.
Thank you.